Bon, bonjour à tous, merci. Donc, je suis Jérémy Dalloy, donc je suis fondateur de Reach5. Donc, Reach5 est une start-up française qui a développé une solution logicielle pour répondre aux enjeux de l'expérience et de la connaissance client. En effet, aujourd'hui, un des problèmes dans le processus d'achat des consommateurs le moins bien géré, c'est justement le processus d'authentification. Il est vrai qu'aujourd'hui, près d'un tiers, voire plus d'un tiers des consommateurs changent de site à cause d'un processus d'identification trop long, trop complexe, voire qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire, en fait, se créer un compte simplement, sans passer par 14 champs à remplir, sans passer par des fonctionnalités qui vous emmènent sur d'autres sites, etc. Donc cette complexité, nous, chez Reach5, on l'a gérée. Effectivement, on a développé une solution qui permet de simplifier tout ce parcours en fait, d'identification. Et on va vous permettre de simplifier ce parcours d'identification au travers justement d'une brique de social logging à intégrer sur vos sites et vos applications. C'est-à-dire se connecter, se créer un compte en un clic grâce à l'ensemble des réseaux sociaux du marché, donc que ce soit bien sûr les grands classiques, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc., mais aussi des réseaux sociaux plus internationaux, type Weibo, WeChat, pour des problématiques internationales que nous avons à gérer avec l'ensemble de nos clients. Et bien sûr, Reach5 va vous permettre d'avoir une vision unifiée sur l'ensemble des consommateurs, grâce à la data que vous allez pouvoir récupérer et que les consommateurs, justement, consentent à partager avec vous, puisqu'on est effectivement dans le consentement en échange d'un service pour se connecter rapidement, être reconnu rapidement et passer sur un site beaucoup plus rapidement. Et également, on propose à nos clients, au travers de la solution Reach5, une solution qui va permettre d'unifier et de restructurer toute cette donnée sociale de manière à améliorer la segmentation client. Et justement, nos clients, parlons-en, puisqu'ils utilisent quotidiennement la solution pour justement adapter, personnaliser leurs offres, leurs produits et leurs campagnes marketing. Et je pense qu'aujourd'hui, le meilleur, c'est de faire parler un de nos clients justement sur l'utilisation de la solution. Et j'ai le plaisir, merci Jean-Bernard, d'accueillir donc Jean-Bernard Della Chiesa d'Undies, donc qui est directeur innovation et digital d'Undies et qui va nous parler effectivement d'Undies et de ce qu'il fait justement avec la solution chez Undies. Voilà. Jean-Bernard, un petit mot d'abord, merci. Oui, bonjour. Bon, effectivement, je pense que beaucoup ici connaissent Undies, mais peut-être pas tous. Donc Undies, c'est une marque de lingerie à destination d'une cliente plutôt jeune, puisque finalement, Undies, c'est une société du groupe Etam, et ça a été créé justement pour adresser la cliente plutôt dans la tranche 18-24 ans. Donc c'est une cliente naturellement digital native, même beaucoup plus digital native que nous. C'est une chaîne qui a 10 ans, 10 ans c'est déjà énorme. Et comme toute cliente, en fait, on est de plus en plus sur une bascule sur le mobile. Je pense que vous avez tous, si vous regardez vos origines de session, vous voyez tous petit à petit, chaque mois, le pourcentage de mobile qui bascule, et ça aussi bien en termes de session qu'en termes de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que effectivement, pendant longtemps, on s'est dit le mobile est quand même un axe de consultation, et puis il y a un axe de transformation. Il y a deux axes qui seront soit les magasins, soit le desktop. Chose qui est de moins en moins vraie, parce que de plus en plus, les gens n'ont pas finalement de desktop sur un certain âge et font tout dans le mobile. Le mobile, c'est bien, mais en même temps, c'est quand même particulièrement, j'allais dire, désagréable en termes de taille d'écran, en termes d'expérience utilisateur, et ça joue tous les défauts qu'on voit aujourd'hui dans le desktop sont multipliés par 10 quand on est dans le mobile. Et effectivement, le principal défaut du mobile, c'est quand même l'authentification, le fait de donner des informations. Et ça, c'est très compliqué. Les tailles de champ sont petites. Souvent, il faut taper sur un clavier. Le clavier n'est pas très agréable. Et c'est quand même un très gros frein. Et là, le connecteur social prend toute sa place, parce que ça nous permet vraiment d'avoir une authentification en un clic. Et en un clic sur le mobile, c'est fondamental. Alors, on a plusieurs niveaux. On a le fait de créer son compte, et on a des connecteurs sociaux qui sont plus ou moins adaptés pour ça. On va dire les deux principaux, c'est Facebook et Google. C'est les deux qu'on a mis. Vous avez un connecteur qui est Instagram, on vient d'en parler, mais qui a un très gros défaut, c'est qu'il ne donne pas son mail. Donc, il n'intervient pas du tout dans un cadre de facilitation d'identification. Et puis, on a des connecteurs sociaux qui seront plus liés à la sortie de panier, qui seront plus liés au paiement. Et donc, c'est des connecteurs de type PayPal, par exemple, qui vont avoir l'avantage, eux, de donner tous les éléments de livraison
que ne donneront pas des connecteurs comme Facebook. Donc, on a ces différents éléments, il faut les mettre au bon endroit et ça facilite énormément la vie de nos utilisateurs et le taux de transformation, en tout cas sur la partie mobile, en a largement profité, hein, puisque derrière, forcément, vous n'avez pas beaucoup de temps aussi dans le mobile. Hein. Très souvent, vous avez capté à un moment qui n'est pas forcément opportun. Hein. Ça peut être dans le métro, ça peut être dans les situations de la vie courante qui font que finalement, dans 3 minutes, tout s'arrête. Donc, ce n'est pas aussi uniquement une question de facilité, c'est une question de temps. C'est-à-dire que vous avez très peu de temps pour que la personne transforme, parce que peut-être que dans 2-3 minutes, elle se retrouvera, c'est la fin de son parcours, son métro est arrivé à bon port, enfin son RER, il faut qu'elle parte. Et à ce moment-là, si vous l'avez perdu, vous n'avez plus que les éléments de retargeting éventuels qui pourraient permettre de vous sauver. Donc ça, c'est un point fort. Juste avant de passer sur le deuxième point, merci justement Jean-Bernard de préciser ce point fort. Quelques chiffres quand même, je voudrais juste apporter un chiffre. Aujourd'hui, on constate un taux d'augmentation sur le processus d'inscription, d'authentification, qui est de plus de 33%. Effectivement, on a accompagné des clients dans le retail qui observaient, lorsqu'ils sont pratiquement dans le tunnel de check-out, au moment de s'inscrire, un taux d'abandon de plus de 60%. C'est juste énorme. Sur votre taux de transformation, ça a un impact en termes de business qui est colossal. Il faut vraiment y penser. Donc, il faut penser à cette stratégie à mettre en place. Ça, c'est un bon point, c'est une première chose. Derrière, ce qu'on ne voit pas forcément bien ici, sur cette présentation, c'est cette petite pop-up qui est la pop-up de consentement en échange de ce service qu'on va proposer à vos utilisateurs pour se connecter, s'inscrire facilement. On va récupérer de la donnée. Alors, on va récupérer de la donnée sur le profil public, le nom, le prénom, l'adresse email. Comme l'a souligné Jean-Bernard, sur Instagram, notamment sur mobile, on ne va pas récupérer l'adresse email, donc on va l'utiliser dans d'autres procédés. Mais on va aussi récupérer bien sûr l'âge, l'anniversaire, la ville, on va récupérer également les listes d'amis, etc. Donc on va avoir des notions, si vous voulez, des stratégies communautaires. Et puis on va récupérer d'autres mentions qui sont les mentions j'aime notamment, qui vont permettre et qui permettent effectivement à nos clients de mieux segmenter, de mieux en apprendre sur ses clients. Et justement, Jean-Bernard, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu, toi, ton retour d'expérience sur la data que tu as récupérée, sur ce qu'elle a pu t'apporter, sur les solutions que tu as pu mettre en place et surtout sur l'impact en fait de ta connaissance client et le service que ça a rendu à Undies et comment ces données sont utilisées. Alors là, on tape dans la partie beaucoup plus, j'allais dire, pas plus intéressante, parce que tout ce qui est amélioration du parcours client, bien entendu, c'est très intéressant pour le client, mais là, on touche à la partie qui a un potentiel que je ne connais pas encore complètement, tellement il est vaste. C'est-à-dire que là, quand vous aurez mis votre connecteur social, effectivement, vous allez aider, vous allez avoir tout de suite des effets, mais bon, voilà, c'est-à-dire, ce sera fini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez amélioré l'expérience. Voilà. Là, avec cette data, vraiment, vous ouvrez des perspectives qui sont, j'allais dire, presque infinies, tellement les exemples sont encore nombreux d'utilisation. Alors aujourd'hui, on récupère, en fait, comme Jérémy l'a dit, on récupère tout un tas d'éléments de données, hein, c'est un win-win, et on demande notamment deux principaux éléments qui sont les likes des gens et leur liste d'amis. Je vais revenir sur les likes. Il faut savoir que chaque personne, alors ça c'est du constaté, hein, chaque personne like à peu près 450 pages sur son compte. C'est à peu près la moyenne de ce qu'on récupère à chaque fois qu'on a une connexion sociale, qui est validée par le client. Hein. Je retiens là-dessus, hein, ce n'est pas une donnée qu'on lui prend, c'est affiché tel quel. D'ailleurs, il a la possibilité de revenir dessus. Hein. Facebook, c'est une fenêtre qui est gérée par Facebook, et Facebook donne la possibilité de dire bah non, finalement, je veux bien donner mon adresse email, mais par contre, pas les likes. Bon, dans 95% des cas, les gens nous donnent leurs likes. Et en fait, ces likes, c'est une donnée hyper précieuse, parce que finalement, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur, j'allais dire, sur l'âge du client, sur des données démographiques très classiques, hein, le genre, l'âge, l'adresse, est-ce que cette personne est mariée, pas mariée, enfin des données de CRM très classiques, et finalement, c'est quand même hyper limité, et surtout hyper limité par rapport à un like. Ce que je veux dire, c'est que des likes, alors ça concerne tous les domaines. Hein. Les likes, vous avez des domaines sur les likes sur les films, vous avez des domaines sur les likes sur les marques de vêtements, vous avez des likes sur les pages communautaires. C'est très 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 fort et c'est très précieux. Je ne sais pas si vous imaginez en fait la différence qu'il y a entre savoir que quelqu'un a entre 20 et 25 ans
et savoir que quelqu'un aime plutôt telle ou telle marque de vêtements, aime plutôt tel ou tel film. Enfin, et derrière, vous avez une capacité sur 400 éléments en moyenne de faire un profil social qui est absolument faramineux. Alors là, vous ouvrez des perspectives qui sont... donc nous, il y a 2 types d'utilisation. Vous avez, j'allais dire, l'utilisation la plus restrictive, enfin, en termes de potentiel, même si c'est bien, c'est l'orientation des communications marketing. Évidemment que vous allez croiser finalement ces likes avec les achats de produits, et puis vous allez dire, ben voilà, j'ai un profil social. Et les gens qui achètent ces produits ont plutôt ce profil, et donc, tant qu'à faire, au bout de 2-3 jours, vous allez très très vite pouvoir réorienter toutes vos campagnes sur ces profils. Alors vous allez gagner, et j'allais dire, vous allez gagner, tant mieux, hein, ça va nous permettre de diminuer les coûts, mais ça va être très restreint. Ce que je veux dire par là, c'est quand vous travaillez sur l'aval, finalement, si vous avez un bon produit, ben, vous savez pouvoir le pousser aux bonnes personnes. Si vous avez un produit moyen, vous allez vraiment pouvoir optimiser pour vous dire, ben, au moins, il a la tendance, apparemment, il plaît à une couche fine de la population, je vais me focaliser dessus. Puis si vous avez un produit qui est nul, ben, dans les faits, vous pouvez avoir toute la data sociale que vous voulez sur l'orientation, ça restera un produit nul et vous ne pourrez pas faire grand-chose. Donc, ça va être un vrai levier d'optimisation sur l'aval, mais ça ne va pas être un levier de disruption. Par contre, si vous travaillez sur l'amont, et si vous savez travailler sur le fait que ça serait bien que demain, plutôt qu'avoir ramé pour me débarrasser de produits plutôt moyens, je sache dès l'origine si ce produit va plaire ou pas à mes clients, là, vous avez quand même un levier beaucoup plus fort. C'est-à-dire que d'un côté, je vous parle de quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. De l'autre côté, c'est des millions d'euros dont je vous parle. Hein. Si jamais vous évitez ne serait-ce qu'une collection que vous avez faite qui n'était pas forcément très opportune pour la transformer en une collection opportune, je peux vous dire que ce n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on fait fortement chez Undies, c'est que par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une collection qui n'est pas validée par la data sociale. C'est-à-dire, comment elle est validée ? Finalement, nous, on fait beaucoup de licences. Vous voyez ? Ces licences, dans les faits, la première chose qu'on va regarder, c'est quelle est l'adéquation entre la licence et nos clients. Cette adéquation, sur quelle catégorie de population elle se passe? Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont âgés ou plutôt des gens vraiment dans notre cible? Est-ce que c'est plutôt des gens qui ont un vrai engagement avec cette licence ou c'est juste un blockbuster et puis dans les faits, effectivement, mathématiquement, on a forcément des gens. Donc aujourd'hui, en fait, on prend la décision à l'origine déjà de se dire, voilà, est-ce qu'on doit effectivement faire ou pas cette licence? C'est aussi un formidable centre d'écoute. Alors, bien entendu qu'il y a plein de solutions pour écouter socialement toutes les tendances qui émergent. Hein. Je parle notamment des Pokémon Go et compagnie. Hein, mais dans les faits, ça émerge. Mais est-ce que ça émerge chez votre communauté ou est-ce que ça émerge en France ou dans un pays? Voilà. Ça, la différence est très très forte entre les deux. Hein. Vous pouvez prendre, on a fait des tests aussi sur des BAD. Hein. On a repris rétrospectivement en fait des collections qui n'avaient pas marché et on a regardé au final comment est-ce que ça se comportait dans notre communauté. On s'est rendu compte qu'en fait tous les éléments étaient là pour nous montrer que ça ne marcherait pas. C'est-à-dire que c'est pas que c'est un BAD au niveau français, c'est que c'était un BAD sur notre communauté. Et malgré tout, vous avez des outils aujourd'hui qui peuvent vous faire ça à partir de Facebook ou autres, d'analyser vos fans. Et puis vous allez voir la liste des gens, qu'est-ce qu'ils aiment chez vos fans. Il faut savoir qu'on est une marque quand même très présente sur les réseaux sociaux. Alors, bien entendu qu'il y a mieux que nous, mais on approche quand même bientôt du million de fans sur Facebook, ce qui fait que statistiquement quand même on devrait avoir une base assez fiable. Aujourd'hui, on a un tiers des gens qui se connectent avec Facebook Connect et qui donc vont acheter chez nous, qui sont fans d'Undies. C'est-à-dire qu'en fait, la masse aujourd'hui de données est sur des gens qui ne sont pas fans. Donc c'est d'où l'intérêt en fait de cette connexion et d'où l'intérêt parce que si jamais on regardait en fait juste notre page et qu'est-ce que aiment nos fans, les données ne seraient pas du tout les mêmes. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même énormément. Vos choix sont en fait pilotés non pas par vos fans extrêmes, mais plus par ces gens qui aiment la marque, mais qui ne sont pas des fans extrêmes. Et c'est ça la grande différence avec une analyse de cette base et le fait d'analyser directement notre page, c'est qu'on a la capacité d'avoir une masse, un échantillon complètement représentatif.
Merci Jean-Bernard. On va passer sur une troisième question. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, j'ai pas fait attention, mais bon, on déroule. Juste 2-3 chiffres clés quand même sur cette analyse de data sociale, parce que ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une ingénierie logicielle derrière qu'on a mise en place. On a passé plus de 2 ans dans des labs à faire de la R&D, à savoir comment on allait traiter toute cette donnée sociale qui n'est pas forcément très bien structurée, de manière à la segmenter de la meilleure façon possible, que nos clients puissent en tirer de la substantifique moelle. Et aujourd'hui, effectivement, je peux donner l'exemple d'un client sur lequel on va gérer un petit peu plus de 500 000 connexions Facebook. Donc, c'est des clients qui viennent, qui se créent un compte avec Facebook. En moyenne, comme l'a dit Jean-Bernard, c'est à peu près 400 likes par personne. Ça représente plus de 200 millions de pages likables dans le référentiel pour ce client, que l'on met en exergue avec nous notre référentiel, le référentiel des pages sociales likables, qui est plus de 100 millions. Donc derrière, c'est vraiment, tout ça c'est dynamique. Toute l'interrogation dans la solution se fait en temps réel et justement, c'est une des forces de la solution. Une dernière question, parce qu'il me reste 5 minutes, il nous reste en tout cas 5 minutes, Jean-Bernard, c'est sur la Undies Academy. Je pense que vous avez entendu parler de cette fameuse académie qui va permettre justement à Undies de s'implanter au travers de cette académie sur des marchés internationaux. Quels vont être les pays concernés, justement, Jean-Bernard, et le rôle de la data sociale pour accompagner ce développement de la marque à l'international? Ouais, alors je rappelle, parce que je ne suis pas certain que tout le monde a entendu parler de Undies Academy, en fait, hein, c'est comme tout le monde a besoin de se développer à l'international, je pense que ça c'est un secret pour personne et ça fait partie de la stratégie de tous. En tant que détaillant, on a 2 leviers, c'est les magasins et effectivement le digital. Sauf que le levier magasin est un levier très, comment dire, avec beaucoup d'inertie dans sa mise en place. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on implante un magasin dans un pays, si vous n'avez pas la notoriété et si vous n'avez pas mesuré l'appétence du produit avant, ben, les gens ne rentrent pas dans le magasin. Et aujourd'hui, il y a une capacité suffisamment forte et suffisamment de marques derrière pour faire ce constat. Vous prenez un magasin Zara et vous inversez le nom, vous mettez Raza à la place, je peux vous dire, la FREC va être divisée par 2 juste en faisant ça. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on se crée une notoriété? Mais il y a toujours un fort levier offline, mais le levier digital est quand même très 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 fort et de plus en plus, surtout chez les jeunes. Donc on a décidé de mettre en place, d'attaquer les pays d'abord par une phase digitale de construction de notoriété et de vérification avec la data de l'appétence du client et de la présence ou pas de notre cible et sur quoi est-ce qu'elle réagissait plus que d'autres. Finalement, c'est des tests qu'on faisait avant avec des grands magasins. Avant, les marques s'implantaient dans les pays en faisant un partenariat avec un grand magasin, elles faisaient un corner, on faisait ça. Maintenant, ça ne sert plus à rien de faire ça. Maintenant, on fait ça avec le digital. Donc, on a essayé de faire ça sur 7 pays. Donc, c'est la Chine, l'Australie, l'Italie, la Suisse, la Russie et le Mexique. Peut-être que j'en ai oublié un, d'ailleurs. Et non, pas les États-Unis, non, le UK. Et donc, en fait, on a essayé de faire un choix un peu entre The Voice et l'école 42, c'est-à-dire qu'on a fait un recrutement dit réseau social. On a recruté 7 candidats qui seront les boss donc, de la coulingerie dans leur pays. Et le principe, c'est qu'on leur donne 300 000 € un an pour faire le maximum de chiffre d'affaires dans leur pays. Et ils ont un support, donc ils ont chacun leurs 300 000 €. Ils ont commencé il y a 1 mois. Je fais attention comment ils dépensent quand même, un minimum. Et donc, en fait, ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de voir, et le pays qui va vraiment marcher, on va se développer cette fois-ci en magasin, mais pas n'importe comment. On aura la data, on aura une présence de notoriété et on aura vraiment, on va pouvoir enclencher le levier très très fort. Sauf que ça, c'est très important si on a de la data. Et aujourd'hui, j'allais dire, si jamais c'est important de connaître son client dans son pays historique, dans les faits, qu'on le veuille ou non, la marque s'est développée quand même selon un certain darwinisme du retail. Et bon, même si on ne sait pas forcément quelle est la recette de la réussite dans son pays, bon, force est de constater qu'elle est là. Donc c'est qu'il y a quand même une connaissance, voulue ou pas, du client. Mais à l'international, par contre, on n'a rien du tout. Donc tout ce que j'ai dit est important, mais fois 1000 à l'international. Et donc, on a fait ça notamment déjà pour l'Espagne et la Belgique, et notamment très très fortement pour l'Espagne. Et ça a été important pour nous, très important de capter cette data parce que en fait, on ne vérifie pas uniquement est-ce qu'on vend des produits dans ce pays en mettant le digital en place. On se dit, mais voilà, mais à qui je les vends?
à qui je vends ces produits. Est-ce que déjà je suis dans une cible très très éloignée de la mienne? Une fois que j'ai défini ma cible, je peux en définir le potentiel, me dire, bah voilà, au bout d'un moment, je me dis, bah voilà, c'est quand même ces clients, si ça fait 6 mois, alors je peux rectifier le tir au maximum. Alors nous, on s'était aperçu qu'en Espagne, par exemple, on avait au départ ciblé une clientèle 3 âgée. Alors l'avantage du digital avec la pub, c'est qu'on peut vite targeter. Hein. Donc on a rectifié le tir, et puis on s'est rendu compte que ça prenait. Ça aurait pu très bien ne pas prendre et de se dire, bah non, c'est un fait. Et donc derrière, on a récupéré une data et on s'est dit, ben voilà, on a une cible. Qu'est-ce qu'elle représente dans ce pays? Et quelles sont les typologies de communication, les médias, quelles sont les licences qu'elles aiment, parce qu'il faut tout réadapter derrière. Et donc, c'est ça un peu aussi l'Undies Academy, c'est pas juste démarrer, c'est aussi de se dire, grâce à ces outils, se dire, mais à un moment donné, ben, j'ai une data qui vaut 10, 1000 fois toutes les études de marché que j'aurais pu faire sans rien, juste en demandant à un cabinet de conseil de me faire une étude totalement théorique avec des questionnaires clients. Il n'y a pas de questionnaire client, les données que j'ai, c'est des vraies, c'est des gens qui ont acheté mes produits, c'est pas des gens dans la rue qui se disent ah ben oui, effectivement, ça pourrait me plaire. C'est des gens qui m'ont donné 400, voire des centaines d'informations sur eux et pas un questionnaire de vous avez quel âge, vous habitez où. Et donc ça, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment la vision de demain, je pense, du développement international. Merci Jean-Bernard, merci beaucoup pour ce témoignage poignant et merci pour votre écoute.